Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Après avoir parlé de l'OM lundi et de Dennis Bergkamp mercredi, on s'intéresse aujourd'hui au Ballon d'Or 2019. Qui va le gagner et que faut-il en penser? Alors déjà pour partir sur des bases relativement claires, et quand on sait à quel point le Ballon d'Or est sujet à controverse, je pense pas que ce soit du temps perdu, un bref rappel des règles. La rédaction de France Football a choisi fin octobre 30 nominés. Pour déterminer le vainqueur, on a un système de vote, il y a environ 200 journalistes, un petit peu moins, 180, un par pays, et chaque journaliste fait son top 5. 6 points pour le premier, et puis 4, 3, 2, 1 pour les 4 autres joueurs du top 5. Ça a l'avantage de, quand on cumule les points, de nous donner à la fois un vainqueur, le vainqueur de l'épreuve, le Ballon d'Or, mais aussi donc de pouvoir déterminer un classement des 30 nominés. Et puis la dernière chose peut-être, c'est que France Football distingue dans son règlement 3 critères principaux d'attribution. Premiers critères sont rassemblés les performances individuelles et le palmarès, la classe du joueur ensuite, donc entre parenthèses talent et fair play, bon ok, et enfin la carrière du joueur. Ailleurs j'avais aussi lu sa capacité à s'inscrire dans la durée. Alors personnellement maintenant je dirais pas que je porte un intérêt particulièrement marqué pour le Ballon d'Or, mais je comprends en revanche qu'on puisse en parler autant. Voilà. C'est une machine à débat, c'est un générateur à réaction formidable, c'est une vraie mine d'or pour l'industrie médiatique, et je pense aussi que c'est le trophée parfait pour l'ère réseaux sociaux du foot. Il n'y a tout simplement pas grand chose qui fait autant parler que le Ballon d'Or, donc voilà. Personnellement, même si c'est pas un moment de l'année footballistique que j'attends particulièrement, et honnêtement j'y pense même assez peu souvent, je trouve qu'il pose quand même des questions intéressantes. Déjà tout simplement sur la place de l'individu dans un sport collectif. Je pense pas que l'élection du Ballon d'Or permette de véritablement trancher cette question, mais elle permet au moins aux observateurs de se la poser peut-être. Deuxième chose, je dirais que c'est un outil historique notable, c'est toujours sympa de remonter l'histoire des différents Ballons d'Or, peut-être un peu comme pour les vainqueurs de la Ligue des Champions, ça donne un aperçu de ce qui s'est passé cette année-là, ça la colore. Quand je pense 2003 par exemple, je pense tout de suite Nedved. Quand je pense 2010, je pense au trio de la Masia, Messi, Iniesta, Xavi sur le podium. Voilà, ça permet de distinguer quelques dynamiques, ça dit des choses de l'évolution du foot. Et puis troisième point enfin, peut-être que le Ballon d'Or permet de cultiver notre mémoire à court terme. Quand la saison touche à sa fin, on part en vacances, on oublie un petit peu tout. Comme vous le savez, je suis toujours très déçu de ce qui se passe après la finale de Ligue des Champions. On donne le trophée, les analyses s'arrêtent, les réflexions s'arrêtent, il n'y a plus vraiment grand chose à dire, et du coup là ça permet de rembobiner le fil de la saison passée, de se remémorer quelques événements, et voilà, de faire le bilan. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses au sujet du Ballon d'Or qui m'indiffèrent plutôt, je dirais franchement, même pas que c'est un moment absolument majeur de l'année footballistique, en tout cas à mes yeux, mais si on le prend du bon côté, si on évite les débats de surface, si surtout, on regarde pas la cérémonie qui est juste systématiquement ultra gênante, et qu'on part avec l'envie de s'interroger et de réfléchir plus qu'avec celle d'affirmer avec véhémence, on peut peut-être passer un bon moment. Alors c'est parti, et d'abord un petit mot pour ceux que je mets juste au pied du top 10. Heung-min Son par exemple, qui a réussi une belle saison, a été décisif en Ligue des Champions. Après faut dire aussi que la plupart de ses stats en PL sont plus sur le segment 2018 que 2019. Il n'y a aucun trophée au bout pour Tottenham, et comme on le sait, le début de cette saison est très compliqué. C'est dur aussi, je pense, pour un mec co-meilleur buteur de Première Ligue et buteur en finale de Ligue des Champions, mais j'enlève aussi Mo Salah. Contrairement à 2017-2018, on l'a vu cette fois perdre un petit peu en agilité, perdre un peu en impact, ou en tout cas en capacité à transformer véritablement le cours d'une rencontre. Je sais que la concurrence est rude sur ce point-là, mais c'est aussi sans doute, cette saison en tout cas, l'étoile la moins brillante du trio d'attaque de Liverpool. J'enlève aussi, ou je décide de ne pas inclure, Mbappé, saison remarquable d'un point de vue individuel et niveau stats, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, il a pris encore un peu d'épaisseur cette saison, et si on devait faire un classement sur le talent pur, oui, là il serait évidemment dans le top 10, peut-être même, ou sans doute dans le top 5. En revanche, en matière de performance collective, qui est après tout une partie du premier critère de France Football, là le naufrage du PSG contre Manchester pèse lourd, et c'est vrai qu'après tout,
De mémoire, il rate au moins un face-à-face à l'aller et au moins un autre au retour. Pas de De Ligt non plus, super année à l'Ajax, plein de récompenses individuelles et collectives, mais un début de saison un peu plus bancal à la Juve. Voilà, on va dire que l'ensemble 2019 est un poil trop inégal pour viser le top 10. Je me prive aussi de mon vrai kiff perso, Dusan Tadic. Alors il fait partie de la liste des 30 et j'ai très longtemps voulu le mettre parce que pour moi, peu, sinon aucun, ont atteint un sommet aussi haut que lui en 2019. Sur ce match retour contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, 10 sur 10 dans l'équipe. Pour moi, c'est une rencontre qui fait vraiment partie des très grandes partitions de l'histoire de la Ligue des Champions. Il était absolument exceptionnel ce soir-là, et juste pour ça, j'aimerais bien le mettre dans le top 10, mais si on est honnête, dans les critères énoncés par France Football, il y a aussi un critère faculté à s'inscrire dans la durée, et pour Tadic, tout ce qui était venu avant était quand même très en deçà. Tout ce qui viendra après, on ne sait pas trop, mais à 31 ans, parce qu'il aura 31 ans dans une semaine, on peut douter du fait que l'état de grâce se prolonge, donc voilà, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Et puis enfin, j'enlève aussi Marc-André Ter Stegen, gardien absolument fantastique, et qui a individuellement pallié de manière très récurrente aux déficiences collectives de son équipe, mais j'ai estimé qu'à ce poste, pour moi, il pouvait y en avoir qu'un seul dans le top 10, et donc cette année, j'en ai choisi un autre. On arrive à ma sélection, et sur la première marche de l'Olympe, on trouve Robert Lewandowski. Alors j'aime pas trop les calculs d'apothicaire, mais c'est un des buteurs les plus prolifiques d'Europe. 40 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues, et la majorité en 2019, décisif dans toutes les compétitions. On rappelle après tout que l'année dernière, le Bayern a remporté le titre de 2 points seulement, et c'est en bonne partie grâce à lui. Il a marqué 4 fois contre Dortmund. À partir des quarts de finale de Coupe d'Allemagne, il a marqué à chaque match un doublé, et le Bayern justement a réalisé ce doublé. Enfin, ce début d'année fantastique vaut sans doute quelque chose aussi. En 11 matchs de Bundesliga, déjà 16 buts, c'est bien simple, il a marqué à chaque rencontre, et pareil en Ligue des Champions. À 31 ans, je crois bien que je l'ai tout simplement jamais vu aller aussi haut. C'est un joueur bluffant dont on parle peut-être pas assez, dont il faut qu'on profite encore davantage. Alors dans la foulée, 9ème, j'ai choisi là Alisson. Il aura sans doute le prix Yashin et c'est totalement mérité. Saison exceptionnelle pour Alisson qui remporte Ligue des Champions avec Liverpool, Copa América, avec le Brésil, a été décisif, vraiment décisif dans les deux. On oublie parfois un peu de le mentionner quand on parle du fameux comeback d'Anfield, mais on ne devrait pas, il a réalisé plusieurs arrêts absolument déterminants et c'est en bonne partie grâce à lui que Liverpool reste dans le match. Ensuite, Raheem Sterling. Alors, Man City se prend les pieds dans le tapis en Europe et ça l'empêche d'être un peu plus haut, mais il est un contributeur vraiment fantastique d'une saison qui reste après tout une saison de très haute volée. Le titre de Premier League avec 98 points, la FA Cup, la League Cup, et pour Sterling, 37 buts et 16 passes décisives sur l'année calendaire 2019. Voilà, s'il y avait un titre de joueur qui a le plus progressé, il en serait pas loin non plus. Il prend de plus en plus de responsabilités sous Guardiola, devient un de ses joueurs référents. C'est juste dommage qu'il y ait cette petite histoire en ce moment là avec Joe Gomez en sélection anglaise, mais vraiment un sacré joueur. Un cran au-dessus de lui, j'ai mis ensuite le premier défenseur de ce top 10, Trent Alexander-Arnold, 14 passes décisives en 2019 pour un latéral droit. C'est un record, en tout cas ça l'était l'année dernière en Premier League. C'est vraiment le meneur de jeu reculé / excentré de Liverpool. C'est pour moi, je pense, le meilleur centreur en activité en Europe. C'est un excellent tireur de coups de pied arrêtés. CF, bien sûr, son corner magique contre le Barça à Anfield. Et ce soir-là, il réussit 2 passes décisives. C'est également un très bon défenseur, très rapide, qui couvre bien son côté. À la 6ème place maintenant, un de mes chouchous absolus, Bernardo Silva. Peut-être un poil sous-évalué encore, mais quel joueur vraiment magique, est devenu, en l'espace de quelques mois, un des hommes clés de Guardiola, a remporté 4 titres majeurs, également en 2019, les 3 nationaux de City et la Ligue des Nations avec le Portugal. Succès continentaux également, et donc cette fois au pluriel pour Roberto Firmino, 5ème, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Copa América, le cerveau de la bande de Liverpool. Bon, personnellement, je suis un grand fan de Lewandowski, comme vous le savez, je pense sans doute que c'est le meilleur 9 du monde. Avec Firmino, on a en revanche sans doute le meilleur 9,5 du monde. Il y a cette phrase assez connue en Angleterre, en tout cas en ce moment, qui dit qu'avec Harry Kane, t'as un potentiel soulier d'or, mais qu'avec Firmino, t'en as potentiellement 2. Et c'est vrai que son rôle dans l'animation du trio Liverpool est tout simplement difficile à surestimer. Il est vital pour Salah, il est crucial pour Mané, un vrai joueur.
On commence à arriver aux choses sérieuses, et donc au pied du podium, j'ai choisi Cristiano Ronaldo. Alors pas sa plus grande année, mais même ses moins bons crus sont stratosphériques. En 2019 et à 34 ans, il relève donc le défi d'un nouveau championnat qu'il remporte, la Serie A, conduit le Portugal à la victoire finale en Ligue des Nations en tant que capitaine, même en Ligue des Champions, marque 2 fois en quart de finale contre l'Ajax malgré l'élimination, et surtout bien sûr ce triplé légendaire contre l'Atlético au match retour. Le troisième de mon classement ensuite, Sadio Mané, comme tous les joueurs de Liverpool, champion d'Europe, mais aussi finaliste de la CAN, spectaculaire contre le Bayern, co-meilleur buteur de Première Ligue, marque 2 fois en finale de Supercoupe d'Europe, finale que Liverpool remporte. Voilà, c'est une année absolument magique pour Mané. Pour aller juste un poil plus haut, il lui manque ce succès en Coupe d'Afrique, je pense. Il lui manque ce moment décisif, comme l'avait été par exemple le coup franc de Mahrez pour l'Algérie. Il rate 2 pénaltys dans la compétition aussi. Voilà, disons que c'est pour être très très tatillon, parce qu'il a fait une année folle, et 3e meilleur joueur du monde, c'est pas mal. Enfin, le moment de vérité. Qui de Virgil van Dijk ou Léo Messi remporte mon ballon d'or? Malgré la très grande saison de Van Dijk, je choisis effectivement Messi. Année difficile pour le Barça, seulement entre guillemets un titre de champion d'Espagne, tu prends une nouvelle remontada, mais qu'est-ce que ça aurait été sans Messi? Élu meilleur joueur, sacré meilleur buteur de la Ligue des Champions, Pichichi, déjà 39 buts en 2019, en attendant la suite. Mais la réalité, c'est que ces calculs de comptables sont presque insignifiants pour ceux qui regardent les matchs. Aujourd'hui, c'est bien simple, personne n'a l'impact qu'a Messi, personne n'est plus effrayant pour l'équipe adverse que Messi. Son match aller contre Liverpool est hors de ce monde, même son match retour, et on a tendance à l'oublier, son match retour à Anfield était très bon, il crée un nombre incalculable de situations qui sont finalement non converties. Qui sait ce que ça aurait pu donner si c'était allé au bout. Voilà, bien sûr, le foot reste un sport collectif, mais d'un point de vue individuel, personne n'a une influence aussi forte que Messi, et je pense que c'est éloquent et élégant aussi. Il faut le signaler que Van Dijk dise la même chose, lui qui fait un très très beau second. Donc voilà, ça nous donne quand même une très très belle brochette de footballeurs. Ça manque peut-être un petit peu de milieu de terrain, mais je pense vraiment qu'on a distingué les 10 contributeurs individuels les plus notables de 2019. Alors quelques enseignements pour conclure, et surtout on va dire au sujet de la liste des nominés. Il y avait 7 joueurs de Liverpool dans les 30, ce qui est un bel hommage au travail de Jürgen Klopp, et encore, on peut se dire qu'il en manque même certains. Robertson par exemple. Bon, il n'y a aussi aucun joueur espagnol dans les 30, et voilà, on parlait du Ballon d'Or comme prisme historique intéressant. Si tu compares cette situation à celle, en remontant un petit peu le temps, du début de la décennie, ça dit des choses. Point intéressant aussi, Neymar, qui avait rejoint le PSG pour se rapprocher de la première place, en tout cas c'est ce qu'on dit, est pas dans les 30, c'est un symbole fort, même si c'est en bonne partie imputable à de longues blessures. L'Uruguay passe de 3 nominés en 2018 à aucun cette saison, c'était Suarez, Godin, Cavani. Et puis enfin, je pense que c'est une des toutes premières fois, si ce n'est la première, que le vainqueur de l'année dernière figure pas dans la liste des 30 cette saison. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment vraiment beaucoup. À ce sujet, je voulais vous remercier pour vos retours extraordinaires sur ma vidéo. La dernière vidéo au sujet de Dennis Bergkamp, je crois qu'on a battu le record historique like, dislike de l'histoire de la chaîne, et ça me fait vraiment très très plaisir en plus d'aider la vidéo, donc merci beaucoup. Alors bien sûr, pour le Ballon d'Or, n'hésitez pas à me faire part de votre classement dans les commentaires, top 10 ou top 5, comme vous voulez. Si c'est argumenté, c'est encore mieux, mais voilà, dites-moi ça. Je crois qu'on aura les résultats finaux le 2 décembre, donc on pourra voir qui avait raison aussi. Et puis enfin, si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez m'encourager, parce que ça m'encourage vraiment beaucoup, et bah vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Alors de notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve donc très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr d'abord une super soirée, ensuite un excellent week-end, prenez soin de vous surtout. Bisous.